La toxine botulique est une neurotoxine produite par le Clostridium botulinum, un bacille gram-positif anaérobie. Son étude clinique a commencé au XIXe siècle après que le botulisme a été décrit comme un tableau de paralysie musculaire associé à la consommation d'aliments avariés. Dans les années 1970, des pionniers comme Alan B. Scott et Edward G. Shantz ont commencé son utilisation thérapeutique pour le strabisme, démontrant une efficacité et une sécurité qui ont permis son expansion à de multiples indications médicales et esthétiques. Actuellement, cette toxine est utilisée dans les troubles musculaires, les hypersécrétions glandulaires, les migraines et les traitements rajeunissants avec précision et réversibilité contrôlée. La toxine botulique agit en bloquant la libération d'acétylcholine à la synapse neuromusculaire, générant une chimiodénervation temporaire. Cet effet commence entre 6 et 36 heures après l'infiltration et atteint son pic entre 7 et 14 jours. Parmi ces sérotypes, seuls les types A et B ont été approuvés pour une utilisation clinique. Le type A, le plus courant, agit sur la protéine SNAP25, tandis que le type B agit sur la synaptobrévine. Ces protéines sont essentielles dans le complexe SNARE et leur rupture empêche l'exocytose des vésicules d'acétylcholine, empêchant ainsi la contraction musculaire. La sécurité et l'efficacité dépendent d'une connaissance approfondie du mécanisme synaptique et d'un dosage exact. En médecine esthétique, la toxine botulique s'est imposée comme une ressource efficace pour atténuer les rides dynamiques, traiter l'hyperhidrose, le bruxisme ou les céphalées de tension. Il est essentiel de considérer la diffusion et l'extension du produit. Alors que la première dépend de l'affinité pour les récepteurs, la seconde est conditionnée par le volume injecté. Bien qu'il s'agisse d'une substance à haute puissance, sa toxicité est contrôlée grâce à un dosage précis et une technique affinée. Les professionnels doivent disposer d'une formation anatomique avancée et respecter les indications cliniques pour minimiser les risques tels que la diffusion indésirée ou la résistance thérapeutique.